Ma fille de 5 ans a été déposée au centre d'accueil d'urgence pour jeunes par mes parents. Nous n'avons pas de place pour Émilie. N'en fais pas tout un drame, disait la note. Puis, ils ont posté une photo joyeuse avec la légende « La famille d'abord ». Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, ils appelaient leur avocat, en panique. Mes parents m'avaient toujours prévenu que la vie pouvait basculer en une seconde, mais je n'avais jamais imaginé que cette seconde prendrait la forme d'un bout de papier sur le comptoir de la cuisine. Je suis resté là, à fixer la note, comme si les lettres allaient peut-être se réarranger pour former quelque chose de normal. Parti chez Costco, ou pizza au four, mais elles n'ont pas changé. Les mots sont restés exactement les mêmes. Nous n'avons pas de place pour Émilie. N'en fais pas tout un drame. La maison semblait anormale, trop silencieuse. Les petites baskets d'Émilie étaient encore près de la porte d'entrée, leur lacet rose à moitié défait. Son bol de céréales était dans l'évier, avec un cercle de lait collé sur les bords. Son renard en peluche préféré était assis sur le canapé, tourné vers la télévision, comme s'il avait regardé des dessins animés avec elle ce matin. Tout ressemblait à ma vie, sauf qu'Émilie n'était plus là. Ai-je appelé, même si je savais déjà qu'elle n'allait pas répondre. Mon bébé? Rien. Juste le bourdonnement du frigo et le tic-tac de l'horloge dont maman insistait pour dire qu'elle n'était pas bruyante. J'ai descendu le couloir. La porte d'Émilie était ouverte. Elle n'aurait pas dû être ouverte. Sa chambre était anormale, elle aussi. Le drap de lit à licorne avait disparu. Les posters avaient disparu. L'étagère où elle gardait ses crayons de couleur et ses diadèmes en plastique cassé était vide. Les portes du placard étaient grandes ouvertes, les cintres nus, le sol complètement dégagé. La seule chose qui restait était un vague rectangle sur la moquette, là où se trouvait sa caisse à jouets. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis juste retourné et j'ai failli heurter à nouveau le cadre de la porte. Ils étaient tous là. Ma mère, mon père, Jessica, assis comme s'ils attendaient que je découvre la scène de crime. Où est-elle? Ma voix n'était même plus une voix. C'était un raclement. Maman a levé les yeux, comme si c'était un dérangement. Nathalie, ne commence pas. Où est Émilie, ai-je répété. Où est ma fille? Papa a expiré par le nez. Tu as vu la note. Ce n'était pas une note, ai-je dit. C'était une menace déguisée en écriture manuscrite. Où est-elle? Jessica s'est appuyée la hanche contre le comptoir, une tasse à la main, comme si elle organisait un brunch auquel je n'étais pas invité. Nat, tu pars en vrille. Tu dois respirer. Dites-moi où est mon enfant, ai-je hurlé. Le visage de maman n'a pas bougé. Elle va bien. Elle est en sécurité. Le centre d'accueil d'urgence a dit qu'il pouvait la prendre tout de suite. Mon estomac est tombé si vite que j'ai dû me retenir au mur. Vous l'avez emmenée dans un centre d'accueil, ai-je chuchoté. Sans me le dire? Tu travaillais, a dit maman, comme toujours. Tu ne peux pas tout faire, Nathalie. Quelqu'un devait prendre les choses en main. Prendre les choses en main? J'ai ri, et ça sonnait dément, même à mes propres oreilles. En faisant disparaître ma fille. Papa a mis ses mains dans ses poches, comme s'il était fatigué de superviser une crise de colère. Tu n'écoutes pas. Cette maison a des limites. Nous ne pouvons pas continuer à vous soutenir, toi et Émilie, pour toujours. C'est épuisant. C'est injuste pour tout le monde. Pour qui, ai-je rétorqué? Pour Jessica? Pour Aurora? Pour votre budget 20? L'expression de Jessica s'est durcie. Ne mêle pas ma famille à ton chaos. Le problème, c'est que tu ne t'en sors pas. M'en sortir, ai-je répété. C'est vrai. Ma fille de 5 ans a disparu, et on évalue mes capacités à m'en sortir. Maman s'est levée, lissant son pull comme si elle devait avoir l'air soignée pour son annonce. C'est pour le mieux. Émilie aura de la stabilité, une routine. Tu auras une chance de remettre ta vie sur les rails, sans te noyer constamment. Où, ai-je exigé? Quel centre? Papa a secoué la tête. Ne rends pas les choses plus difficiles. Accepte-le, c'est tout. Si tu ramènes cette gamine ici, tu es à la rue. Et crois-moi, dehors, tu ne tiendras pas une semaine. Je l'ai dévisagé.
L'homme qui m'avait appris à faire du vélo et qui m'avait dit que les monstres n'existaient pas. Tu penses que j'ai peur d'être seul? Ai-je demandé doucement. Je suis seul dans cette maison depuis des années. Jessica a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Quel centre? Ils ont échangé un regard. Le genre qui signifie, elle ne va pas lâcher l'affaire. Finalement, maman a marmonné le nom et la rue, comme si elle me donnait des indications pour rendre un livre à la bibliothèque. Je ne l'ai pas remercié. Je n'ai rien dit. J'ai juste attrapé la note, je suis sorti, et j'ai claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. Le trajet en voiture était flou. Une seconde, j'étais dans notre rue, et la suivante, j'étais devant un bâtiment beige avec des empreintes de mains pastel peintes sur les fenêtres. Le genre d'endroit qui essaie trop fort de paraître réconfortant, et qui finit par être carrément sinistre. Je suis entré, le cœur battant si fort que j'avais presque du mal à m'entendre parler. Ma fille, ai-je dit à la réceptionniste, Émilie, elle a été amenée ici ce matin. Je suis sa mère. La femme a cligné des yeux, surprise. Oh, vos parents nous ont dit. Ils ont menti, ai-je coupé. Où est-elle? Une deuxième réceptionniste s'est levée. Madame, nous devons vérifier. Vérifier quoi, ai-je lancé. Que j'existe? Que je n'ai pas abandonné mon propre enfant un mardi au hasard? Mes parents l'ont prise pendant que j'étais au travail et l'ont déposée ici. Ils m'ont laissé une note. J'ai claqué la note sur le bureau. La réceptionniste a tressailli en la lisant. Une femme avec un badge est sortie d'un couloir. Elle avait l'air d'avoir été dans trop de pièces où quelqu'un pleurait. Venez avec moi, a-t-elle dit. Son bureau avait une boîte de mouchoirs et une affiche encadrée de nuages qui disait « Chaque tempête passe ». Je l'ai immédiatement détestée. Madame Nathalie Dalton, a-t-elle demandé. Nathalie, ça ira. Très bien, Nathalie. Vos parents ont dit que vous leur aviez demandé de placer Émilie ici. Ils ont signé les papiers d'admission. Je n'ai rien demandé du tout, ai-je dit. Je suis allé travailler. Quand je suis rentré, ma fille avait disparu. Ils ont vidé sa chambre. Ils m'ont laissé ça. J'ai montré la note comme si c'était un colis Amazon retourné. Elle a expiré par le nez. D'accord, je vous entends. Nous devons confirmer la garde. Je suis sa mère, ai-je dit. Garde exclusive. Personne d'autre n'est sur les papiers. Et à moins que vous ne vouliez expliquer aux services sociaux pourquoi vous refusez de rendre une enfant de 5 ans kidnappée, j'ai besoin que vous me l'ameniez, tout de suite. La femme n'a pas discuté. Elle a quitté la pièce. 1 minute. 2. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Puis la porte s'est ouverte et Émilie est entrée. Ses cheveux étaient en désordre à force de les tripoter à cause du stress. Ses joues étaient marbrées. Elle serrait son petit sac à dos contre sa poitrine comme un gilet de sauvetage. Quand elle m'a vu, elle s'est figée, puis elle a couru. Maman, a-t-elle crié, la voix brisée. Je l'ai rattrapée et l'ai serrée fort, comme si quelqu'un pouvait essayer de me l'arracher à nouveau. Elle a enfoui son visage dans mon épaule. Je sentais son souffle saccadé, par petits soubresauts. Ils ont dit que tu ne voulais plus de moi, a-t-elle murmuré. Ma gorge s'est nouée. Jamais, ai-je dit. Jamais, monsieur, je suis tellement désolé que tu sois resté ici ne serait-ce qu'une minute. L'employé nous observait, son regard s'adoucissant. Vous pouvez l'emmener, dit-elle doucement. Nous finirons la paperasse de notre côté. J'ai hoché la tête, trop occupé à réconforter mon enfant pour parler. Dehors, la lumière du soleil semblait déplacée, trop vive pour la journée que j'avais vécue. Émilie s'agrippait à ma main alors que nous marchions vers la voiture. Elle était silencieuse, de cette façon que les enfants ont quand ils essaient de se faire tout petits. On rentre à la maison, a-t-elle demandé. J'ai ouvert la portière de la voiture. Pas là-bas, ai-je dit. Plus maintenant. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait plus de choses qu'une enfant de 5 ans ne le devrait. Je l'ai attachée, je me suis mise au volant, et j'ai simplement conduit. Sans destination, juste en avant. À un feu rouge, mon téléphone a vibré. Sans réfléchir, j'ai cliqué sur la notification. Une photo a rempli l'écran. Mes parents, ma sœur Jessica, sa fille de 6 ans Aurora,
tous dans notre jardin. Aurora se balançant sur la balançoire qui était celle d'Émilie. Maman souriant comme dans une publicité pour la sérénité. Papa faisant griller des hamburgers. Jessica les gens dans la photo, nouveau départ. La famille d'abord. Je l'ai fixé jusqu'à ce que la voiture derrière moi klaxonne. Puis j'ai retourné mon téléphone et j'ai continué à rouler. Je ne savais pas où Émilie et moi allions dormir. Je ne savais pas comment nous allions nous payer quoi que ce soit. Je ne savais pas qui nous aiderait, ni même si quelqu'un le ferait. Je ne savais qu'une chose. Je ne retournerai pas en arrière. Et 3 jours plus tard, les gens qui m'avaient dit que je ne survivrais pas sans eux allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Si vous aviez demandé à mes parents, ils vous auraient dit que Jessica et moi avions été élevés dans la même maison, avec les mêmes chances. Techniquement, c'était vrai. En pratique, c'était comme si nous avions grandi sur des planètes différentes qui partageaient occasionnellement une salle de bain. Jessica était le premier essai, celui qui s'était déroulé à la perfection, tableau d'honneur, capitaine des Pom-Pom Girls, cheveux brillants, photo de fin d'études dans une robe blanche au coucher du soleil. Ils ont payé pour son diplôme, son mariage, l'acompte de son premier appartement. Quand elle est tombée enceinte d'Aurora, ma mère a pleuré de joie et a dit des choses comme « Notre famille est enfin complète ». Je suis tombée enceinte à 15 ans. Je ne l'avais pas prévu. Je ne savais même pas vraiment comment prévoir quoi que ce soit à l'époque. J'étais une gamine qui oubliait encore la combinaison de son casier 2 fois par mois. Une décision stupide. Un garçon qui souriait comme s'il connaissait des secrets. Et soudain, je tenais un test de grossesse dans les toilettes de l'école, les genoux tremblant si fort que la porte de la cabine vibrait. Le dire au garçon a été facile. Il a paniqué, s'est excusé d'une manière qui donnait l'impression que j'avais cabossé sa voiture, et a disparu. Cette partie fait moins mal avec le temps. Le dire à mes parents, c'est la partie que je ressens encore dans mes os. Je me tenais dans le salon pendant que Jessica berçait Aurora, nouveau-née, dans une douce couverture pâle qui semblait sortie d'une publicité. Maman s'affairait autour d'elle, ajustant la couverture, lissant les cheveux de Jessica, disant à quel point la maternité l'avait transformée. J'attendais une pause dans leur joie. Il n'y en a pas eu, alors j'en ai forcé une. Maman, ai-je dit, papa, je dois vous dire quelque chose. Maman s'est tournée juste assez pour avoir l'air irritée. Papa ne s'est pas tourné du tout. Je suis enceinte, ai-je dit. La pièce est devenue si silencieuse que même Aurora a cessé de faire du bruit. Maman a cligné des yeux une fois, comme si son cerveau avait trébuché. Puis elle a ri, d'un éclat sec et sans humour. Non, tu ne le es pas. Si, je le suis, ai-je murmuré. Papa s'est enfin retourné. Il m'a dévisagé comme on regarde une tâche qu'on ne se souvient pas d'avoir faite. Tu as 15 ans, a-t-il dit, non pas choqué, mais agacé. 15 ans, Nathalie. À quoi tu pensais? Ma gorge s'est serrée. Je ne sais pas. Je ne pensais pas, mais c'est en train d'arriver. Jessica a déplacé Aurora sur son épaule, évitant mon regard. Même le bébé semblait mal à l'aise. Maman s'est approchée de moi lentement, comme on s'approche de quelque chose de dangereux. Dis-moi que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. Son visage a changé. Pas en tristesse. Pas en inquiétude. En colère. Stupide fille, a-t-elle sifflé. Jessica nous donne une petite fille et toi, quoi? Tu décides d'essayer aussi? Pour lui voler son moment? Cette phrase m'a blessé plus que tout. Ce n'était pas seulement qu'elle ne voulait pas de mon bébé. Elle ne voulait pas de moi dans le tableau. Je n'essaie de voler rien du tout, ai-je dit doucement. J'ai peur. Tu devrais, a sèchement répliqué papa. Qui est-ce? Quelle sorte de minable met en cloque une fille de 15 ans? J'ai secoué la tête. Je ne vous le dirai pas. Bien sûr que non, a dit maman. Parce que tu ne le sais même pas, n'est-ce pas? Waouh. Oh, Nathalie, je te croyais plus sensée. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Je sais exactement qui c'est. Je ne donne pas son nom. C'est ma décision. Eh bien, voici la nôtre, a dit papa. Tu vas t'en débarrasser. Mon estomac s'est noué. Non, ai-je chuchoté. Je la garde.
La tête de Jessica s'est relevée d'un coup. Pourquoi, a-t-elle demandé, comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Parce que je pouvais déjà imaginer les battements de son cœur. Parce que je me sentais déjà protectrice. Parce que quelque chose en moi disait, pas cette fois. Pas celui-ci. Mais je savais qu'il valait mieux ne rien dire de tout ça à voix haute. Maman a pointé le couloir. Tu crois qu'on va élever un autre enfant? Absolument pas. Si tu es assez grande pour faire ça, tu es assez grande pour en assumer les conséquences. Vous ne pouvez pas me retirer de l'école, ai-je dit. Oh, tu vas voir, a répondu maman. Tu travailleras au restaurant à plein temps. Tu paieras un loyer. Tu paieras les couches. Tu paieras le lait en poudre. Jessica a obtenu un diplôme. Toi, tu as choisi autre chose. Jessica a doucement bercé Aurora. Maman, peut-être qu'elle peut encore. Elle a fait son lit, a claqué maman. À elle de s'y coucher. Et c'en était fini. Pas de câlin. Pas de « on va trouver une solution ». Pas de « on t'aime quand même ». Juste une sentence, prononcée comme un verdict. Les mois qui ont suivi ont été un flou de nausées matinales, de double service, et de maman qui levait ostensiblement les yeux au ciel chaque fois que je m'asseyais. Papa me rappelait qu'il n'était pas responsable de mon gâchis. Jessica me donnait des vêtements de bébé qu'Aurora ne mettait plus, les déposant sur mes genoux comme une œuvre de charité. Quand Émilie est née, maman l'a tenue pendant 30 secondes, a soupiré, et me l'a rendue. Elle te ressemble, a-t-elle dit. Pas gentiment. Papa ne s'est jamais appelé, papy. Pas une seule fois. J'ai continué à attendre que quelque chose change, qu'il se déride. Que quelqu'un regarde Émilie comme il regardait Aurora, avec cet amour doux et instinctif qui n'a pas besoin d'être mérité. Ce n'est jamais arrivé. Émilie a grandi. J'ai travaillé. Jessica a prospéré. Mes parents vénéraient Aurora. Ils toléraient Émilie. Et moi? J'étais le bruit de fond. Un exemple à ne pas suivre qui portait un nom. Avec le recul, tous les signes étaient là. Le favoritisme, le ressentiment, les petites piques qui, additionnées, devenaient des blessures. J'aurais dû savoir qu'il ferait quelque chose d'horrible un jour. Mais même avec tout ce passé, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je ne pensais pas qu'ils prendraient réellement mon enfant. Pas avant cet après-midi où je suis rentré du travail, où j'ai trouvé la note, trouvé la chambre vide, et réalisé que les gens qui m'avaient élevé étaient prêts à jeter ma fille à la seconde où elle deviendrait un inconvénient. Et c'est là que tout en moi s'est finalement brisé, ou peut-être, s'est finalement réveillé. Si vous n'avez jamais quitté la maison avec un enfant et nulle part où aller, voici ce que ça fait. Toutes les rues se ressemblent, et aucune ne mène nulle part. Brooke, une amie du lycée, nous a sauvés de la nuit dans la voiture. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis des années. Elle m'envoyait parfois des messages, aimait des photos d'Émilie, envoyait un « on devrait se voir » de temps en temps. Quand je lui ai envoyé un texto « tu connais quelqu'un avec un canapé de libre ?» Elle a répondu par un seul mot « le mien ». Son appartement était petit et sentait les grains de café et les bougies à la vanille. Elle a dégagé son canapé, a sorti une couverture de rechange d'un placard, et a donné à Émilie une tasse de chocolat chaud comme si c'était un kit d'urgence. « Vous pouvez rester quelques jours », a-t-elle dit. « On trouvera une solution pour le reste. » Je voulais protester. Je ne l'ai pas fait. J'étais trop fatigué. Le lendemain matin, pendant qu'Émilie dessinait à la table de la cuisine, Brooke, assise avec son téléphone, envoyait des messages comme un général organisant ses troupes. « Tu as de l'expérience en restauration ?» a-t-elle dit. « Je connais une fille qui travaille dans un café en ville. Ils sont toujours en sous-effectif. Surtout des services de jour. Tu pourrais travailler pendant qu'Émilie est à l'école. Ce n'est pas glamour, mais c'est un salaire qui ne vient pas avec tes parents attachés. Ce n'était pas un plan, pas vraiment, mais c'était une ligne de départ. J'ai pris le poste. Le gérant du café a jeté un œil à ma vitesse de serveuse élevée dans un restaurant et m'a mise au planning avant la fin de la semaine. C'était épuisant, mais c'était honnête. Pas de soupir quand j'arrivais. Pas de leçon sur la chance que j'avais. Juste du café, des clients, et les pieds endoloris. Pour la première fois depuis des années, je pouvais presque entrevoir une version du futur qui était la mienne. La 3e nuit chez Brooke,
quand Émilie s'était enfin endormie sur une pile de coussins, mon téléphone a vibré avec une notification que j'ai failli ignorer. Une demande de message de quelqu'un que je ne connaissais pas. Bonjour, j'espère que ce n'est pas bizarre. Je m'appelle Johanna. Je crois que vous avez connu mon fils, Ethan. J'ai fixé le message si longtemps que l'écran s'est éteint. J'aurais pu l'ignorer. Une partie de moi le voulait. Ce nom ressemblait à un bleu. Au lieu de ça, j'ai tapé « Oui, c'est exact ». Pourquoi? La réponse est venue rapidement. Je sais que c'est beaucoup. Ethan est décédé il y a quelques mois. Avant de mourir, il nous a dit qu'il y avait peut-être un enfant. Il n'en était pas sûr. Il a dit qu'il vous avait maltraité et qu'il le regrettait. Il nous a donné votre nom et nous a demandé d'essayer de vous contacter si jamais nous vous trouvions. Si je me trompe, je suis sincèrement désolé de vous déranger. Mais si ce n'est pas le cas, pourrions-nous parler? Je l'ai lu 3 fois. Ethan était mort. Il avait parlé de moi. Il avait regretté. Ça ne réparait rien. Mais ça a ouvert une brèche. J'ai dit à Brooke que je devais rencontrer quelqu'un. Je lui ai laissé Émilie, l'ai embrassée sur le front, et j'ai pris le bus pour traverser la ville. La maison de Johanna ressemblait au genre d'endroit devant lequel mes parents seraient passés au ralenti juste pour se plaindre des impôts fonciers, grande avec un large porche et de véritables colonnes. Il y avait des rosiers grimpants sur un treillis et un heurtoir en laiton sur la porte qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Un homme d'une 50aine d'années, Thomas, comme j'allais bientôt l'apprendre, a ouvert la porte. Il avait les yeux d'Ethan, mais en plus doux. « Nathalie » a-t-il demandé. « Oui. » Il a souri, comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. « Entrez. » Johanna est dans le salon. Le salon avait des peintures au mur et des étagères pleines de livres et de photos de famille. Ethan enfant. Ethan a sa remise de diplôme. Ethan à cheval avec un casque légèrement de travers. Mon estomac s'est retourné. Johanna s'est levée quand elle m'a vu. Elle avait l'air fatiguée, de la manière dont le deuil vous épuise de l'intérieur. « Merci d'être venu » a-t-elle dit. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise sur le bord d'un très beau canapé et j'ai joint mes mains pour qu'elles ne tremblent pas. « Je ne vous poserai aucune question à laquelle vous ne voulez pas répondre » a-t-elle dit. J'ai juste besoin de savoir. Avez-vous eu un enfant avec mon fils? Il y a 100 façons de faire semblant. J'étais trop fatigué pour l'une d'entre elles. Oui, ai-je dit. Elle s'appelle Émilie. Elle a 5 ans. Johanna a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a rouverts, ils étaient humides. Merci, a-t-elle murmuré. Thomas s'est raclé la gorge. Ethan nous a parlé de vous avant de mourir, a-t-il dit. Il a dit qu'il avait été un lâche, qu'il vous avait poussé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas, qu'il vous avait demandé de régler ça, et que quand vous ne l'avez pas fait, il s'est enfui. Il avait honte. Il ne savait pas si vous aviez gardé le bébé. Il n'arrêtait pas de dire, si elle l'a fait, elle est seule là-dehors à cause de moi. Je ne savais pas quoi faire de ça. Une partie de moi voulait être en colère qu'il ait eu droit à une rédemption sur son lit de mort, alors que moi, j'avais eu droit aux leçons de morale et au double service. Une partie de moi était étrangement soulagée qu'il ne soit pas simplement passé à autre chose en oubliant mon existence. Il y a autre chose, a ajouté Johanna. La grand-mère d'Ethan a laissé un fonds en fiducie. Il était stipulé que tous les enfants qu'il aurait hériteraient, si quelque chose lui arrivait. Thomas a repris le fil. Nous n'avons pas d'autres petits-enfants, a-t-il dit. Si Émilie est sa fille, alors le fonds lui appartient. Nous avons parlé à un avocat. Il faudrait un test ADN, bien sûr, pour que ce soit officiel. Mais nous voulions vous parler d'abord, pas dans votre dos. C'était trop d'informations superposées à une vie qui sentait encore le canapé de Brooke et la vapeur du café. Un fonds en fiducie, ai-je répété. Un fonds substantiel, a dit Johanna prudemment. Qu'est-ce que vous attendez de moi, ai-je demandé. Rien que vous ne vouliez donner, a dit Johanna. Nous voulons connaître Émilie. Nous voulons aider. Nous ne pouvons pas changer ce qu'Ethan a fait, mais nous pouvons essayer de bien agir envers sa fille, et envers vous, si vous nous le permettez. Je l'ai cru. Je ne sais pas comment. Peut-être à la façon dont elle a dit, sa fille, comme si c'était important.
Ils m'ont présenté à Monsieur Donovan le lendemain. Il portait un costume gris et des lunettes, et parlait comme si chaque phrase pouvait devenir une preuve plus tard. Avec votre permission, a-t-il dit, nous organiserons un test ADN. S'il confirme la paternité, comme nous nous y attendons, le fonds en fiducie sera transféré sur un compte au nom d'Emily. En tant que sa tutrice, vous pourrez le gérer sous certaines conditions. Et Johanna et Thomas sont prêts à offrir un logement et un soutien, si vous le souhaitez. Logement. Soutien. Des mots que mes parents n'avaient jamais utilisés que comme des armes. J'ai signé les formulaires de consentement. Mes mains tremblaient encore. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de peur. Si la vie était juste, l'histoire se serait terminée avec le test ADN. Une petite conclusion bien nette. Moi, Emily, Johanna, Thomas, tous souriant maladroitement autour d'une table, comme dans une de ces publicités pour une assurance. Mais la vie n'était pas juste. Et 3 jours après le test, le vrai cauchemar a commencé. Ça a commencé doucement, de la même manière que les orages commencent parfois, avec cette étrange baisse de pression qu'on ne remarque que si on y prête attention. Soudain, mon téléphone était plein de messages que je ne comprenais pas. Ça va? Tes parents sont dévastés. Je prie pour ta guérison. Tu n'avais pas besoin de fuir. Fuir? J'étais littéralement en train de nettoyer des tables au café et de manger des muffins de la veille pour le dîner. Fuir aurait nécessité de l'énergie. Puis Jessica a posté quelque chose de vague et de mélodramatique, comme si elle passait une audition pour un feuilleton. Parfois, faire ce qui est juste vous brise le cœur. Et les gens commentaient des choses comme « Tu es si forte » et « Pauvre Aurora, c'est si dur ». Il m'a fallu une heure entière pour réaliser que la « chose dure », apparemment, c'était mon existence. Puis Johanna a appelé. Sa voix était douce, mais trop prudente, comme si elle tenait une boîte fragile sans savoir si elle était vide ou pleine de serpents. Nathalie Dalton, nous avons reçu un message de vos parents. Mon estomac s'est noué. On utilise votre nom complet que lorsque quelque chose ne va pas. Personne ne dit jamais, Nathalie Dalton, avant de vous offrir des cookies gratuits. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Pas longue, mais assez pour que mon cœur commence à tracer des plans d'évasion. Ils ont laissé entendre que vous aviez peut-être des difficultés, dit-elle doucement. Émotionnelles. Une autre pause. Et que vous aviez récemment abandonné Emily. Ma bouche est devenue sèche. Quoi? Ils ont dit qu'ils l'avaient secourue, a poursuivi Johanna, la voix tremblante. Ils ont dit que la note était un faux. Ils ont joint des captures d'écran, des déclarations. Ils semblaient très inquiets. Pendant une seconde, la pièce autour de moi est devenue floue. Brooke a dû dire mon nom 2 fois avant que je me souvienne que j'avais un corps. Ils mentent, ai-je chuchoté. Je veux vous croire, a dit Johanna. Je le veux vraiment, mais c'est sérieux. Et avec le fond, nous devons être prudents. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Mes parents ne s'étaient pas contentés de répandre des rumeurs. Ils avaient choisi l'option nucléaire. Faire douter tout le monde de moi. Même les gens qui me connaissaient à peine, ceux qui voulaient réellement aider. J'ai raccroché et j'ai regardé mes mains pendant un long moment. Elles ressemblaient à ces mains, les mains d'une fille qui avait porté des assiettes dans un restaurant depuis ses 16 ans, à qui on n'avait jamais accordé le bénéfice du doute. S'il pouvait convaincre Johanna et Thomas, il pouvait convaincre n'importe qui. Le lendemain matin, le coup officiel a atterri sur le paillasson de Brooke. Une lettre, enveloppe épaisse, logo d'avocat, mon nom complet imprimé comme une menace, requête pour une garde d'urgence. J'ai lu le premier paragraphe et j'ai dû m'asseoir. Selon eux, j'avais kidnappé Emily, l'avais abandonnée au centre d'accueil d'urgence, falsifié une note, fui le domicile familial, mis mon enfant en danger, manipulé la famille d'Ethan pour de l'argent, et j'étais émotionnellement instable, historiquement irresponsable et inapte à être parent. Brooke a posé une main sur mon épaule. Nat, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais me battre. Même si ce combat devait me tuer. J'ai pris chaque euro que j'avais, plus un prêt que je n'aurais jamais dû contracter, et j'ai engagé un avocat, un vrai, du genre qui ne scie pas quand je lui explique toute l'histoire en un seul souffle. Il a refermé le dossier lentement. Vos parents sont méticuleux, a-t-il dit. Mais les mensonges ont souvent l'air polis,
parce qu'ils ont été répétés. Génial, ai-je marmonné. Contente qu'il se soit entraîné. Nous nous sommes préparés pour le tribunal dans le salon de Brooke. Émilie coloriait à la table basse, fredonnant doucement. De temps en temps, elle levait les yeux et demandait si on pouvait aller au parc plus tard. Je n'arrêtais pas de dire, peut-être, même si je ne savais pas si je l'aurais encore avec moi la semaine suivante. Les nuits étaient pires. Je restais éveillé, écoutant le bourdonnement du frigo de Brooke, imaginant toutes les fins possibles. Mes parents gagnant, Johanna et Thomas décidant que j'étais trop instable, perdant tout ce que j'avais passé 5 ans à essayer de construire. La peur était une chose physique, lourde, constante, sans réponse. Finalement, le jour du tribunal est arrivé. Le tribunal des affaires familiales ne ressemble en rien à la télé. C'est trop lumineux, trop beige, trop rempli de gens qui essaient de décider quelle version d'une histoire est la moins douloureuse. Mes parents étaient assis ensemble, tout en yeux tristes et mains tremblantes. Jessica était assise à côté d'eux, Aurora sur ses genoux comme un accessoire. Leur avocat portait un costume si impeccable qu'il crépitait presque. Mon avocat s'est penché vers moi. Souvenez-vous, a-t-il chuchoté, vous n'avez pas à être plus performante qu'eux. Dites simplement la vérité. Facile à dire pour lui. Il n'avait pas été élevé par des gens qui pouvaient mentir comme il respirait. L'audience a commencé. Ma mère est passée la première. La regarder pleurer sur commande, c'était comme regarder un magicien sortir un lapin d'un chapeau. Impressionnant, si on ignorait le nombre de fois où on l'avait vu le faire. Elle a abandonné Émilie, a-t-elle dit doucement. Nous l'avons sauvée. Mon père a hoché la tête solennellement. Jessica s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. Puis les amis sont venus. La dame de l'église a souri au juge comme si elle enseignait le catéchisme. Elle a toujours été instable, a-t-elle dit gentiment. Les grands-parents se sont avancés. J'ai serré la mâchoire si fort que ça faisait mal. Mon tour est venu. Je me suis levé, les paumes moites. Mes parents ont pris ma fille pendant que je travaillais, ai-je dit. Ils ont menti sur moi. Ils l'ont emmenée dans un centre d'accueil d'urgence sans mon consentement. Je l'ai récupérée tremblante et en larmes. Ma voix s'est brisée une fois. Je ne me suis pas excusé. La juge m'a étudié un long moment, puis a posé son stylo. J'aimerais entendre l'enfant. Tout en moi s'est figé. L'huissier a fait entrer Émilie. Elle avait l'air minuscule dans l'encadrement de la porte, en leggings roses, queue de cheval en bataille, serrant son renard en peluche comme si c'était la seule chose stable dans l'univers. Ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. Ça m'a sauvé. La juge s'est penchée en avant. Sa voix s'est adoucie d'une manière qu'elle n'avait utilisée avec aucun adulte dans la pièce. Salut, Émilie. Serais-tu d'accord pour répondre à quelques questions? Émilie a hoché la tête, serrant son renard. Est-ce que tu te souviens d'avoir été au centre d'accueil? Un autre hochement de tête. Comment es-tu arrivé là-bas? Elle a hésité, me regardant pour avoir la permission. Je lui ai fait un signe de tête encourageant. C'est mamie qui m'a emmené, a-t-elle dit. L'air a quitté la pièce. Les épaules de ma mère se sont raidies. Jessica est devenue blême. La juge a gardé un ton neutre. Et comment te sentais-tu là-bas? La voix d'Émilie est devenue plus petite. J'avais peur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai senti quelque chose se tordre violemment dans ma poitrine. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? A demandé doucement la juge. Maman est venue, a murmuré Émilie. Elle m'a trouvé. Je pensais qu'elle était partie, mais non. Je veux rester avec maman. Des mots simples, dévastateurs. La juge n'a pas précipité les choses. Elle a laissé le silence faire son travail. Même les grands-parents n'osaient pas respirer. Merci, Émilie, a dit la juge. Tu peux aller t'asseoir avec ta mère. Émilie a marché droit vers moi. Je l'ai soulevée sur mes genoux, sa petite main agrippant ma chemise comme si elle nous ancrait toutes les deux. La juge s'est tournée vers mes parents. Souhaitez-vous contester la déclaration de l'enfant? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Papa regardait droit devant lui. Jessica fixait le sol, comme s'il pouvait l'avaler. La juge a hoché la tête une fois, a pris une dernière note, et a lu la décision.
La garde restera avec la mère, Nathalie. La requête des grands-parents est rejetée. Leurs allégations ne sont pas étayées et sont contredites par la déclaration de l'enfant. Mon corps tout entier a expiré. Émilie m'a regardé. On peut rentrer à la maison maintenant? Oui, ai-je dit. On peut. À l'extérieur du tribunal, ma mère a tenté une dernière fois. Nathalie, c'est un malentendu. Non, ai-je dit. C'est la vérité qui finit par vous rattraper. Je n'ai pas attendu la suite. Émilie et moi sommes sortis ensemble, son renard rebondissant sous son bras. Ils avaient passé des mois à essayer de réécrire notre histoire. Aujourd'hui, une enfant de 5 ans avait écrit la fin pour eux. Et c'était la seule version qui ait jamais compté. Parfois, je pense encore à ce tribunal. Pas au verdict, juste au moment où Émilie est montée sur mes genoux, comme si elle avait toujours su que nous allions gagner. La vie a vite repris son cours après ça. La confirmation ADN a finalisé le fonds en fiducie. 2,3 millions d'euros mis de côté pour Émilie par l'arrière-grand-mère d'Ethan. Je suis devenu la fiduciaire, ce qui me semble encore surréaliste. Ce n'est pas l'argent pour un manoir, mais c'est l'argent qui nous met à l'abri pour toujours. C'est l'argent qui me permet de finir mes études et qui lui permettra d'aller à l'université. Nous louons maintenant une petite maison de ville ensoleillée. Émilie a sa propre chambre peinte en jaune et une bibliothèque qui n'est partagée avec l'enfant de personne d'autre. Émilie rend visite à Johanna et Thomas chaque semaine. Les jours fériés aussi. Elle court dans leurs bras en criant « Mamie, Papi ». Comme si elle l'avait fait toute sa vie. Elle ne mentionne jamais mes parents. Pas une seule fois. C'est comme si son cerveau avait discrètement supprimé les personnes qui avaient essayé de la supprimer. Et mes parents, leur restaurant a fermé après que la vérité a fuité. Boycott, mauvaise critique, table vide. Ils ont vendu la maison, ont déménagé dans une location et, apparemment, n'arrivent plus à payer leurs factures. Un cousin a laissé entendre qu'ils espéraient que je pourrais les aider. J'ai bloqué le numéro. Je ne leur dois pas un seul centime. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est allé trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.